Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le quartier Mokéville de Grand Bassam est sous le choc. 9 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison. Ils ont été emportés par le feu qui les a surpris dans leur sommeil. Le président de la République a dépêché la ministre Mariatou Koné sur le lieu du sinistre. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de réaliser une autoroute qui va relier les capitales des deux pays, Yamoussoukro et Ouagadougou. Du côté ivoirien, ce projet connaît un début de réalisation avec les travaux en cours de la section Yamoussoukro-Thievisso. Non, de là, nous ferons un tour à Zambakro pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'école des forces armées. Comment sont formés les militaires, comment se passe le stage d'apprentissage. Nous ferons un focus ce soir sur l'EFA qui abritera demain une double cérémonie, baptême et remise d'épaulettes à la 48e promotion. Enfin, au Mali, la présidentielle aura lieu le 29 juillet prochain. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue un second mandat. La sécurité est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin et il est au cœur des campagnes. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par le quartier Mokéville de Grand Bassam, où un drame est survenu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. 9 personnes, à savoir une grand-mère et ses 6 petits-enfants, son fils et sa servante, ont trouvé la mort dans l'incendie d'une maison. Ils ont été emportés par le feu qui les a surpris dans leur sommeil. L'origine de l'incendie reste encore inconnue. Le président de la République a dépêché la ministre Mariatou Koné sur le lieu du sinistre. Le témoignage de Koné Pagassoro. Scène de désolation au quartier Mokéville de Grand Bassam, d'où Angéline est inconsolable. Elle était avec ses petits-enfants qui sont venus passer les vacances. Sa sœur Brigitte Anomel, la cinquantaine révolue, son neveu de 25 ans, la servante de la famille et les petits-enfants de sa sœur, dont l'âge varie entre 2 et 8 ans, venus passer les vacances scolaires chez leur grand-mère, décédée dans un incendie dans la nuit du mardi à aujourd'hui. C'est un des voisins des maçons en face qui a vu la fumée, puisque elle, on l'appelle ici Mémé. C'est lui qui a alerté maintenant les voisins ici. Et la dame, son mari, a sauté, paraît-il, pour partir. Mais c'était déjà tard, la fumée était intense. Il ne pouvait pas rentrer. Dans la maison de 4 pièces où il vivait, tout est parti en fumée. Selon les témoignages recueillis sur place, l'incendie serait survenu vers 3 heures du matin. Certains seraient décédés sur le champ, d'autres sur le chemin de l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, le feu avait déjà pris le salon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants et la dame, ils étaient dans la chambre. Ils étaient dans les chambres là-bas. Donc, on était obligé de passer par derrière, avec lui, casser la chambre des enfants pour faire sortir les 6 enfants. Et c'est lui qui est parti avec les enfants à l'hôpital. Quand il partait déjà avec les enfants, on ne les sentait plus. Et l'autre côté, où on a cassé, on a fait sortir la mère et le fils. Le fils, lui, il était encore bien portant, essayait de le réanimer. Informé, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché sur les lieux du drame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Première escale, l'hôpital général de Grand Bassam, où se trouvent les corps des victimes. Ici, la ministre Mariatou Koné a partagé avec la famille leur peine, leur douleur et leur tristesse. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts et connaître les causes de l'incendie, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur les lieux du drame où elle a visité les différentes pièces de la maison. Que de désolation. C'est une situation dramatique, c'est triste parce que 9 personnes d'une même famille ont perdu la vie suite à un incendie dont on ne sait pas encore l'origine. Donc nous sommes venus apporter le soutien, le réconfort du gouvernement à cette famille qui a éploré. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers la police scientifique trouvée sur les lieux du drame. Il leur revient de déterminer les causes réelles de cette tragédie.
Je vous conduis maintenant à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Nous allons voir comment l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont un projet de réaliser une autoroute qui va relier les capitales des deux pays. Du côté ivoirien, ce projet connaît un début de réalisation avec les travaux en cours de la section Yamoussoukro-Tiébissou. Le reportage de Mahama Traoré. Scène de dépassement à vive allure sur l'axe Yamoussoukro-Tiébissou. Une attitude risquée des automobilistes sur une chaussée d'à peine 2 fois une voie. Il y a plein d'accidents comme celui de Séman là. À Séman là, il y a eu avant-hier une personnelle avec une voiture Dina avec un Massa. Des drames fréquents sur une voie très empruntée par des poids lourds en partance ou en provenance des pays de l'Interland. Le trafic est très dense. Alors les usagers voient d'un bon œil les travaux qui se déroulent à proximité, ceux de la construction de la future autoroute devant relier Yamoussoukro à Tiébissou. Ça c'est encore plus facile et ça arrange toute la population. Surtout que c'est une voie internationale, qu'elle soit vraiment praticable pour que le transit puisse nous aider. L'autoroute va faire qu'il y aura moins d'accidents maintenant. Ça fait 27 ans sur la route, sur le Côte d'Ivoire et Mali. Quand on fait autoroute aujourd'hui, je suis très content. L'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou sera longue de 37 km. Les travaux vont durer 24 mois pour un investissement de plus de 92 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement BID. C'est une autoroute à 2 voies qui comportera des ouvrages annexes comme par exemple les échangeurs qu'on raconte sur toutes les autoroutes, qui comprendra également certains équipements sociaux tels que les aires de vente au droit des villages et puis quelques aménagements annexes pour rendre l'autoroute encore plus intégrée dans son environnement. C'est la phase la plus importante, c'est le mouvement des terres ou bien le doublé remblai pour avoir le profil ou bien le tracé clair de l'autoroute. Et après cette phase, on va commencer la structure de chaussée. Notre mission spécifique concerne le contrôle et suivi des travaux. Voilà, pour assurer la réalisation des travaux, en tout cas une bonne qualité de l'exécution et tenir les délais tout en assurant la maîtrise du coût. Dans l'ensemble, les travaux se déroulent convenablement. Cet ouvrage n'est que le début d'un projet phare au cœur de la coopération ivoiro-burkinabé. Il s'agit de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, projet important dont l'état d'avancement est évoqué à chaque session de la conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une fois réalisé, cet ouvrage va booster les échanges entre les deux pays et faciliter davantage la libre circulation des biens et des personnes. Au niveau de la section Yamoussoukro-Tiébissou, cette voie n'affectera pas les activités agricoles et économiques des villages environnants. Pas de crainte donc pour cette itinérante de Pagne Baoulé dans le village de Kondé-Yaokro. On a été rassuré par le gouvernement que notre apatam sera déplacé vers l'autoroute. C'est en cela que la clientèle même pourra être immense. Voilà, donc nous préférions que l'autoroute passe. Après Tiébissou, l'autoroute partie de Yamoussoukro devra encore se frayer 95 km de chemin dans la savane pour rallier la ville de Bouaké, sa prochaine escale. Les travaux pourraient démarrer avant fin 2018. Il restera alors 400 km d'autoroute à réaliser par la partie ivoirienne pour atteindre la frontière burkinabé. 400 km de plus pour matérialiser l'intégration sous-régionale. Et justement, le Premier ministre burkinabé est arrivé ce mercredi à Yamoussoukro. Paul Kabatieba a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Il va prendre part donc à la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Notez que cette 7e rencontre du TAC permettra aux deux pays de revisiter les 11 accords bilatéraux signés en juillet 2017 à Ouagadougou. Alvorassa. Les ministres burkinabés avec à leur tête le Premier ministre Paul Kabatieba sont arrivés ce mercredi à 18h à Yamoussoukro pour le 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Premier ministre burkinabé a été accueilli par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement ivoirien. Vous savez, nos deux peuples, le gouvernement ont décidé, il y a une dizaine d'années,
de mettre en place un mécanisme destiné à renforcer les liens de coopération et d'amitié. Il s'appelle tout simplement le traité d'amitié et de coopération qu'on appelle le TAC. Cette année, le traité d'amitié et de coopération fête ses 10 ans. Alors, nous sommes ici à Yamoussoukro aujourd'hui avec à la tête du gouvernement burkinabé pour rencontrer nos frères du gouvernement ivoirien et l'ensemble du peuple ivoirien pour célébrer et magnifier cet anniversaire de 10 ans du traité d'amitié et de coopération qui a fortement contribué à rapprocher nos deux peuples. Rappelons qu'au cours de ce sommet, le 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, plusieurs projets d'accord de coopération seront signés, entre autres dans le domaine de l'économie numérique, des échanges cinématographiques, de l'urbanisme, de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Et notez que la coopération culturelle entre Ivoiriens et Burkinabés est aussi en marche. Dans le domaine du cinéma, par exemple, les deux pays collaborent étroitement. Pour le démontrer, la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré est arrivée à Abidjan pour la réalisation d'un long métrage intitulé Dérange. Le clap d'ouverture a été donné par les ministres de la Culture ivoiriens et burkinabés. On parle culture, mais aussi cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Après son exil, l'artiste ivoirien Paul Madis sort un single pour la paix. De retour dans son pays, il veut prendre une part active dans la consolidation de la paix et il est soutenu dans son action par le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Paul Madis a reçu un chèque d'environ 5 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Un chèque pour soutenir l'artiste dans la réalisation de son single. Le message, prôner la paix et inviter à la réconciliation nationale. C'est notre pays, notre héritage commun, alors on va y vivre ensemble. Rentré d'exil en janvier 2017, Niabo Paul, dit Paul Madis, artiste musicien, prend ainsi une part active à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale de son pays, la Côte d'Ivoire. Il invite ses frères à rentrer au pays, quelles que soient les raisons. Moi, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai dit que je n'ai qu'un seul pays. C'est quand tu es ailleurs que tu vois l'importance de ton pays. Et donc, je suis rentré en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, moi, comme je vous l'ai dit, pour prendre ma place et puis jouer ma partition à vos côtés. Sensibiliser à la paix et exhorter tous les Ivoiriens à regagner leur pays, un vœu cher au gouvernement. Je voudrais m'adresser à nos frères et sœurs Gagui Seli, Abou Galié, Serge Kassi, François Coincy et tous les artistes musiciens de suivre les traces de Paul Madis. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inscrit la réconciliation nationale et la cohésion sociale au cœur de ses priorités. Ainsi, des missions se sont effectuées à l'extérieur du pays pour inviter les enfants de la Côte d'Ivoire exilés à rentrer. Le ministère du Garde des Sceaux, de la Justice et des Droits de l'Homme vient d'engager une réforme du système judiciaire. Elle a été adoptée en Conseil des ministres et il s'agit d'un projet de loi portant code de procédure pénale avec un certain nombre d'innovations. Il y avait un besoin de l'adapter à la société pour un plus grand respect des droits de l'homme. Explication détaillée avec Alexis Ouedraogo. Depuis 1960, le Code de procédure pénale en vigueur en Côte d'Ivoire n'a pas subi de profondes modifications pour s'adapter à une société en pleine mutation. Il est donc apparu opportun pour les acteurs de la justice de proposer de nouveaux textes dans l'intérêt du justiciable. La société civile, les partenaires au développement, les professions judiciaires, les professionnels du droit, tout le monde a participé à l'élaboration de ces textes. Le projet de loi contient plusieurs innovations. Il est le résultat de 3 années de travail sous l'impulsion du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Innovation majeure, la création de juridictions criminelles. Elles vont désormais donner la possibilité de rendre des jugements de qualité. La cour d'assises a été remplacée par 2 juridictions que sont le tribunal criminel et la chambre des appels criminels. Ce projet de texte instaure le contrôle judiciaire et de nouvelles dispositions relatives à la détention préventive et à la garde à vue. Il va en outre garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement.
Aujourd'hui, la garde à vue a été encadrée. Les conditions limitatives ont été énumérées pour que l'on puisse garder quelqu'un à vue. On a institué des mesures qui ne vont pas forcément envoyer les gens automatiquement en détention préventive. Au lieu de vous envoyer à la MACA, le juge d'instruction pourrait décider aujourd'hui que chaque matin, vous veniez pointer à son bureau pour signaler que vous êtes effectivement là. Ou bien le juge d'instruction pourrait décider de vous reprendre votre passeport pour vous éviter de voyager. Après l'adoption au Conseil des ministres, le projet de loi devrait passer sur la table des parlementaires. Une fois adopté, il sera promulgué pour immédiatement entrer en vigueur. Je vous invite à présent à faire un tour à Zambakro pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'école des forces armées. Comment sont formés les militaires? Comment se passe le stage d'apprentissage? Faisons donc un focus avec notre reporter Abou Sanogo sur l'EFA qui abritera demain une double cérémonie, baptême et remise d'épaulettes à la 48e promotion des élèves officiers de 2e année d'actifs. Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. L'école des forces armées de Zambakro est l'unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Mouo en est le commandant école depuis le 15 mai 2018. Zambakro ne doit pas faire peur. L'armée de façon générale ne doit pas faire peur. L'armée est le creuset de la nation. Nous allons rassurer les populations pour que ceux qui seront admis au concours de l'école de formation des officiers en sortent bien formés, compétents, et pour pouvoir faire honneur au pays. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, l'école des forces armées forme en son sein les jeunes élèves officiers issus d'un recrutement direct et semi-direct, les médecins élèves officiers, tous les sous-lieutenants au cours d'application de chefs de section d'infanterie, les capitaines avant leur temps de commandement d'unité élémentaire, et les capitaines anciens et les jeunes commandants au cours d'état-major. Le métier des armes exige que des officiers à la tête des troupes soient formés dans cette école par des élèves qui sont recrutés après le niveau bac plus 3 pour ceux qui sont recrutés directement issus de l'université ou pour des élèves qui sont des anciens sous-officiers de l'armée et qui ont un niveau bac plus 2 et qui sont recrutés sur concours. Mais la formation militaire est continue. Après un séjour en unité, en corps de troupes, les officiers reviennent subir le cours des futurs commandants d'unité. Donc c'est une formation professionnelle que généralement on appelle cours capitaine. Donc c'est des lieutenants anciens ou des jeunes capitaines qui font cette formation pour pouvoir commander une compagnie. 3 grandes entités composent l'école des forces armées de Zambakro. D'abord, la division de formation des officiers chargée de la formation des élèves officiers et des médecins élèves. La formation est articulée sur un programme qui comporte différents piliers. Un pilier concerne donc la formation au comportement militaire, qui vise donc à donner les aptitudes au commandement à ces jeunes gens-là. Un pilier repose sur la formation tactique. Un pilier aussi repose sur la connaissance d'ordre général. Ensuite, la division d'application des officiers chargés de la formation des sous-lieutenants au cours d'application d'infanterie. C'est l'application d'infanterie motorisée. En fait, l'utilisation des engins pour le fantassin, pour l'officier fantassin, pour faire manœuvrer sa section. Parce qu'eux, ils sont au niveau de la section. Et enfin, la division de perfectionnement des officiers chargés de la formation des lieutenants anciens et des jeunes capitaines au cours des futurs commandants d'unité. Il s'agit de les mettre en situation, de leur expliquer l'environnement dans lequel se déroule ce genre de mission et de leur faire comprendre aussi bien les contraintes, les tenants et les aboutissants de ces missions-là. À l'issue de sa scolarité à l'école des forces armées, l'élève officier devra comme chef de section être capable de remplir immédiatement des missions simples. Une fois sur le terrain, on attend un certain type de réflexes, les réflexes de chef de section aguerris qui vont travailler dans le cadre d'une compagnie d'infanterie et permettre que tout
ce qui a été appris soit redéployé sur le terrain. Il est donc important pour eux d'acquérir tout ce qui leur est donné de connaître et de le posséder, afin de pouvoir imposer respect par leurs compétences, tant au plan national qu'international. Et nous espérons les améliorer du mieux possible pour permettre à ces officiers d'état-major d'être immédiatement opérationnels et d'apporter les réponses à ces grandes problématiques du continent africain. L'école des forces armées prépare sa fête annuelle prévue pour se tenir le 26 juillet prochain. Le temps fort, c'est le baptême de la 49e promotion, la prestation de serment de cette promotion-là et la remise d'épaulettes de la 48e promotion, la promotion abnégation et de la promotion des médecins élèves officiers. Pour la fête, nous souhaitons donc inviter les parents des élèves, mais tous ceux qui veulent découvrir l'armée, tous ceux qui veulent découvrir l'école des officiers, à venir sur place. La sécurité, évidemment, sera garantie et la fête sera belle. Une ressource humaine en encadrement motivé, une infrastructure en état et entretenue, un équipement et un renforcement de moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'EFA qui depuis 1963 a formé plus de 2000 officiers, dont 500 officiers étrangers. Et notre voyage à l'intérieur du pays se poursuit. Prenons cette fois-ci la direction de Bouna, où l'AFOR, l'agence foncière rurale, séjourne actuellement pour apporter un appui au fonctionnement de 200 comités villageois. Le but est d'apporter un appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale pour soutenir, entre autres, les actions de résolution des conflits intercommunautaires et les délimitations des territoires de village. Ouattara Madou Walter. Amara est président du comité villageois de gestion foncière rurale d'Assoumou 1, une localité de la commune de Bouna. 2 fois par semaine, il convoque une réunion dans le cadre de l'opération de délimitation des territoires des villages. Lui et certains membres de son bureau sensibilisent leur communauté sur la problématique du foncier rural. Grâce à ce programme, les limites du village d'Amara sont connues. Il y a une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, on sait où se trouve notre limite et notre village voisin. Donc vraiment, nous sommes très heureux. On fait que remercier le chef d'État, plus en tout cas ses collaborateurs qui ont initié ce projet. Les terres cultivables également, cela permet à Amara et les siens de les exploiter en toute quiétude. C'est l'impact de cette sérénité avec pour avantage d'éviter les conflits fonciers et renforcer la cohésion sociale qui est vulgarisée ici par l'agence foncière rurale AFOR. Dans la région du Bunkani, une centaine de comités villageois installés. Une région qui a déjà connu de violents conflits liés au foncier. Pour la présente mission de sensibilisation, le directeur général de l'AFOR, Bamachek Daniel, est soutenu par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba. Les communautés villageoises sont invitées au renforcement de la paix sociale tout en contribuant au processus de modernisation de la gestion foncière rurale. Elles se mettent d'accord et qu'elles délimitent les frontières. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes disponibles pour accompagner le mouvement. C'est pourquoi je voudrais saluer la qualité des échanges de ce matin et émettre le vœu que cet important projet connaisse un succès dans notre région pour le bien-être des populations. Tout comme à Bouna, à Bondoukou, une plus grande implication de la chefferie traditionnelle aux côtés du corps préfectoral a été souhaitée par le directeur général de l'AFOR. Trouver des compromis, des accords, même si vous avez raison, et que ça peut permettre d'avancer, dire bon, on a raison, on laisse ça. C'est ça votre rôle dans le comité villageois de gestion foncière. La forte mobilisation des populations du Bunkani et du Gontougo laisse entrevoir leur intérêt et adhésion au pas-risque. Ce programme est un appui financier octroyé à la Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Le Tompi, le Cavali, le Guémon, le Gontougo et le Bunkani sont les 5 régions bénéficiaires.
On évoque maintenant la lutte contre les changements climatiques qui a abouti à un mécanisme financier en 2010 appelé Fonds vert pour le climat. Ce mécanisme vise entre autres la mise en œuvre des actions d'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques. Une rencontre vient de se tenir ici à Abidjan pour appliquer l'intérêt de ce Fonds vert pour le climat. Grâce Kando. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont exposés à des catastrophes dues aux effets des changements climatiques. Selon la stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, les sécheresses et les inondations affectent plus de 34 millions de personnes sur l'ensemble du continent africain. 19 millions de victimes sont en Afrique de l'Ouest. Une situation qui préoccupe le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Il vient d'initier un panel de haut niveau en partenariat avec la Banque africaine de développement sur l'impact combiné du changement climatique et des conflits armés dans le Sahel. Il est plus que temps de parler de ce qui se passe là-bas, de s'assurer que toutes les organisations responsables, que tous les acteurs qui pourraient jouer un rôle positif pour soutenir les populations soient au courant. Il y a de plus en plus de populations qui, à cause des conflits, qui, à cause de la sécheresse, sont obligées de quitter leur zone d'origine. Et là aussi, le CICR va venir en aide, assister ces populations avec de l'assistance alimentaire et non alimentaire. On s'est rendu compte que le désert a avancé dans le nord et qu'il fallait lutter avec d'autres pays sur ce genre de phénomène. Il y a l'érosion côtière également. Donc une des initiatives prises fut de faire en sorte que la Côte d'Ivoire adhère à cette organisation. Et depuis lors, beaucoup de programmes sont déployés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et même dans le sud. Les panélistes ont apporté leur contribution dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ces contributions portent entre autres sur la mise en place de mécanismes de financement par les États. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers organise depuis hier à Abidjan une rencontre de formation à la finance islamique. Cette formation en direction de tous les acteurs du marché financier de la sous-région va favoriser une meilleure compréhension des normes et principes de la finance islamique. L'objectif est de présenter les différents instruments de cette finance afin de faire profiter les investisseurs privés. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, la présidentielle aura lieu le 29 juillet prochain. 24 candidats sont en liste, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui brigue, je rappelle, un second mandat. Son principal opposant est Soumaïla Cissé. La sécurité, l'un des enjeux majeurs de ce scrutin, est au cœur des campagnes. Le reportage de notre envoyé spécial au Mali, Sidonie Davila. Campement Kangaba, situé à une trentaine de kilomètres de Bamako, un lieu de détente fréquenté par les Occidentaux. C'est sur ce site que s'est produit le 18 juin 2017 l'une des attaques djihadistes qu'a connue le Mali. Bilan de cette attaque revendiquée par une filiale d'Al-Qaïda, 39 victimes dont 11 nationales et 28 étrangères. Aujourd'hui, la vie a repris son cours normal dans ce campement. Seulement, un an après ce drame, la question de la sécurité au Mali est encore d'actualité. Le pays, à l'ère de l'élection présidentielle, aspire plus que jamais à la paix, gage de stabilité nationale et sous-régionale. Justement, la sécurité et la paix sont des enjeux majeurs pour la présidentielle du 29 juillet prochain. Paix et sécurité, deux mots-clés que l'on retrouve, sinon que l'on peut lire sur les différents slogans des 24 candidats. Tous unanimes qu'il faut restaurer la dignité du Mali et lui permettre de consolider les fondamentaux en vue de redorer son blason. Le leader du mouvement pour la libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CPI des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pense poser sa candidature à la prochaine présidentielle si les Congolais lui faisaient confiance. Devant la presse internationale à Bruxelles, il a appelé l'opposition congolaise à présenter une candidature unique à la présidentielle du 23 décembre. Il entend, dès son retour d'ici au 1er août au Congo, prendre langue avec ses pairs de l'opposition afin de dégager un consensus à ce sujet.
Y a-t-il de l'eau sur la planète Mars? La réponse serait définitivement oui, car des scientifiques annoncent avoir découvert un vaste lac d'eau sur Mars. Selon l'article publié dans la revue américaine Science, le lac fait environ 20 km de large et laisse envisager la présence d'eau, voire de vie sur la planète rouge. Jamais un tel volume d'eau liquide n'avait encore été trouvé. Belle découverte donc des scientifiques. On passe maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire. 3 inspecteurs de la CAF sont à Abidjan pour évaluer les travaux entrepris par le pays et ils ont visité plusieurs chantiers. Nous verrons cela dans nos prochains journaux. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTV.